Je suis heureux d'être là parmi vous un samedi matin. Je pense que vous avez du courage et peut-être surtout de la volonté pour partager cette discussion qu'on va avoir sur un sujet, je pense, extrêmement important, crucial, vital, je dirais même. Alors, vous savez, j'ai fait hier une conférence sur à peu près le même thème. Et en fait, je me suis dit que pour ne pas répéter à peu près tout, une sorte de partage des choses. Hier, j'ai plus mis l'accent sur le cas du Maroc. Et aujourd'hui, je vous propose de plus mettre l'accent sur la dimension internationale. Mais évidemment, et vous allez voir tout de suite, évidemment qu'il est impossible de traiter du cas marocain sans le situer dans le contexte international, tout comme il n'est pas très utile de parler des aspects internationaux sans les illustrer en permanence par le cas du Maroc. Donc, la distinction, elle est juste un peu méthodologique, si je puis dire, mais en fait, je vais en permanence illustrer ce dont je vais parler par le cas du Maroc. Donc, j'espère que tout le monde sera content. Alors, je vous propose le plan ou la feuille de route suivante. Les concepts sont très très importants en la matière. Comme vous allez le voir tout de suite, on manipule ça et là différents concepts. Sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire, autosuffisance alimentaire, droit à l'alimentation, différents concepts. Et bon, il est très très important de commencer par les clarifier, savoir de quoi on parle. C'est la première chose. Donc, je vais essayer de clarifier les concepts. Ensuite, on va essayer de caractériser la situation des crises actuelles. Je dis bien les crises actuelles. Comment est-ce qu'elles se présentent? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, de spécifique? Peut-être. On verra. Et puis, ensuite, on va essayer de comprendre. Autrement dit, essayer de comprendre les déterminants, les origines, les causes et les conséquences de ces crises d'insécurité alimentaire, qui se multiplient et qui malheureusement sont allées encore à se multiplier. Et enfin, moi je terminerai par quelques idées alternatives, c'est-à-dire que tout de même, face à la situation actuelle, non, on n'est pas démunis de moyens d'action, et donc il y a une alternative, et je vais essayer de la clarifier sur le dernier point. Voilà donc à peu près les idées, les parties que je vais essayer de traiter. Alors, j'ai dit d'abord les concepts. Vous savez, il y a une histoire de l'évolution des concepts. Ça n'est pas quelque chose, je pense que c'est parti, on reprend. Voilà. J'ai dit d'abord les concepts. Il y a une histoire d'évolution des concepts. En gros, vous avez ici, à travers cette frise historique, l'évolution. En réalité, dans les années, jusqu'à la fin des années 70, les choses étaient relativement simples. Ce dont on parlait, c'était principalement, essentiellement, de l'autosuffisance alimentaire. On parlait d'autosuffisance alimentaire, et qu'est-ce qu'on voulait dire quand on parlait d'autosuffisance alimentaire? Tout simplement qu'il faut produire localement, au sein des frontières nationales, 100% de ce qu'on consomme. Simple, clair et précis. Bien. Cette évolution, en fait, a été, disons, fondamentalement bouleversée, je dirais, au tournant des années 80. Vous savez que la décennie des années 80, c'est un peu la décennie
de la fameuse mondialisation heureuse. Vous connaissez l'expression? Pratiquement tout le monde délirait sur le village planétaire, la libéralisation des échanges, la libéralisation à tout craint. Et donc, en 1986, la Banque mondiale nous sort un concept de sécurité alimentaire. Et la sécurité, alors vous allez voir, nous allons être face à déjà deux perceptions, deux compréhensions de la sécurité alimentaire très différentes. Même expression, des conceptions très différentes. La conception, donc élaborée par les institutions financières internationales et développée à partir des années 80, est là aussi relativement simple. Puisque le monde est un village planétaire, eh bien, la sécurité, elle est au niveau du marché mondial. C'est-à-dire que pas besoin d'être autosuffisant chez vous. Il suffit d'avoir les devises, élément clé, parce que vous voyez, c'est le bouclage. Il suffit d'avoir les devises nécessaires, et bien comme le monde est un village planétaire, comme tout est ouvert, les marchés internationaux sont là, sont abondamment fournis, et bien il suffit d'aller à la bourse de Chicago pour acheter le blé, d'aller à Londres pour acheter le sucre, pas de problème. Donc, c'est une vision qui est à la fois donc, globale au sens où elle est mondiale. Il n'y a pas de sécurité nationale, il n'y a que une sécurité globale. C'est une vision également purement comptable. Comptable, ça veut dire que vous avez de l'argent, vous avez des devises, vous achetez. Il n'y a pas de problème. Et surtout, encore une fois, le bouclage, c'est que vous voyez bien qu'à partir du moment où tout dépend de votre capacité à disposer des devises nécessaires pour vous approvisionner sur le marché mondial, eh bien ça veut dire que il faut exporter pour avoir les devises nécessaires. Et donc il faut en fait transformer votre système productif de manière à ce qu'il puisse d'abord satisfaire la demande externe. Et on vous dit, si vous devenez un dragon de l'export, eh bien, vous allez avoir suffisamment de devises, et alors il n'y a pas de problème, vous achetez ce que vous voulez, les ressources en devises vont vous permettre de vous développer, vous connaissez. Et donc, ce qui est important de saisir dès le départ, c'est que vous voyez bien qu'il y a une relation entre cette perception de la sécurité alimentaire et le modèle de développement. C'est-à-dire les choix de développement. Vous voulez être en sécurité, orientez-vous vers l'export. Intégrez-vous. Intégrez-vous dans la mondialisation. Et tout ira très bien. Bien. Alors, inutile de vous dire que ça n'a pas mis longtemps. On n'a pas mis longtemps à commencer ça et là, à se rendre compte, pas seulement de l'inanité d'une telle approche, mais du danger. Vous imaginez, quelques années après, il y a eu la chute du mur de Berlin. Il y a eu l'invasion de l'Irak, il y a eu l'Afghanistan, il y a eu la Libye. Et à chacun de ces... Même les gens qui étaient les plus convaincus par cette approche, non, on commençait à se poser des questions. Surtout que ce n'est pas les devises qui manquaient. Vous avez un pays, par exemple, comme la Libye. Il est riche, la Libye est riche. On parle des années 90. Mais... vous pouviez avoir les quantités de devises que vous voulez, vous êtes en quarantaine. Et la mise en quarantaine, c'est quoi? C'est une décision politique qui n'a rien sur le marché, à voir avec le marché. C'est une décision hors marché. Et donc, vous pouviez avoir les devises que vous vouliez, vous n'étiez pas en sécurité. Donc, très vite, on a vu apparaître une autre approche de la sécurité alimentaire. Et c'est la FAO qui l'a mise à l'ordre du jour lors du sommet de 1996. Regardez là, lors du sommet de la FAO en 1996,
Et cette organisation des Nations Unies a défini la sécurité alimentaire comme vous pouvez le voir. La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine, nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Chaque mot a son importance dans cette définition. Et vous voyez tout de suite qu'on est très loin de la vision des institutions financières internationales. Qu'est-ce que ça signifie? Regardez là, je ne vais pas vous embêter beaucoup par les schémas, on va aller directement à celui-là et il est très clair. De prime abord, on va considérer que la sécurité, selon cette approche, repose sur, en fait, il y a d'abord deux socles et ensuite le reste. Le premier socle, c'est la disponibilité. C'est-à-dire que pour être en sécurité, il faut que la nourriture, les aliments soient disponibles. Et c'est déjà pas évident. Parce que si vous êtes déjà simplement dans beaucoup de pays en développement, si vous êtes dans le monde rural, la disponibilité, donc, première, les aliments sont disponibles. Deuxième élément, c'est l'accessibilité. L'accessibilité, ça implique tout de suite, en fait, la capacité d'acheter. Ça implique le pouvoir d'achat. Ça ne sert à rien que le produit soit disponible là où il est là, mais vous n'avez pas de quoi l'acheter. Je disais hier, vous allez voir en permanence, je vais vous ramener à la réalité du Maroc et d'aujourd'hui. La tomate à 15 dirhams, nous met en tout cas une grande partie de la population en insécurité alimentaire. En insécurité alimentaire. 15 dirhams, vous ne pouvez pas. Une grande partie des Marocains ne peuvent pas. Donc, vous dire l'importance de l'accessibilité et donc du pouvoir d'achat, de la capacité d'acheter les aliments. Troisième élément, l'utilisation, c'est la qualité. C'est-à-dire que cette alimentation doit d'abord être saine, nutritive, c'est-à-dire apporter un équilibre nutritionnel. Bon, et être produite dans des conditions respectueuses des ressources naturelles. Si vous fabriquez des produits en détruisant les ressources, à commencer bien sûr par l'eau, vous détruisez les conditions de la sécurité alimentaire. Clair. Et donc, vous voyez bien les conditions. Et enfin, la stabilité. Je dis la stabilité. La stabilité, ça veut dire que les conditions que je viens de dire, c'est-à-dire la disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation, doivent être durables. Il ne faut pas que ce soit conjoncturel. Vous avez aujourd'hui, ce produit est disponible, demain, il ne l'est pas. Vous pouvez acheter aujourd'hui, demain, vous n'achetez pas. Il faut que ça soit stable dans le temps et durable. Alors, vous voyez bien, j'insiste sur cette approche, parce qu'en réalité, elle est l'antichambre de la souveraineté. Oui, c'est déjà, vous voyez bien, c'est une approche qui est très importante. Vous voyez, je récapitule ici simplement la disponibilité, l'accessibilité, l'alimentation saine et nutritive. C'est important évidemment que ce soit aussi dans cet aspect d'utilisation, que ce soit en convergence avec les modèles de consommation. Parce que, vous savez, ce qu'on appelle les préférences des consommateurs, si vous avez des produits, ils sont là, ils sont accessibles, etc., mais que les gens ne mangent pas, parce que les habitudes sont ce qu'elles sont. Vous voyez, si vous amenez demain un produit, par exemple, à base de millet ou de sorgho, etc., des produits qui sont consommés, beaucoup consommés ailleurs, au Maroc, vous avez vu pour ce qui est, par exemple, de la viande, quand on a importé les fameux bovins du Brésil, vous voyez bien, le produit pouvait être, il est là, il pouvait, j'en sais rien, c'est relatif, être accessible, mais les gens n'ont pas, on ne s'est pas précipité pour acheter ce produit parce que ça ne correspond pas aux habitudes. Il y a une susceptibilité ou un scepticisme quant à la qualité du produit, etc. Bien. Donc voilà pour la sécurité alimentaire. Et il faut bien qu'on s'entende. Alors, quand il est question de sécurité, l'expression même sécurité,
C'est un concept politique, c'est pas un concept économique. On a puisé dans la science politique pour mettre en forme ce concept-là. Et donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il est aberrant en la matière, de traiter la question de la sécurité à partir d'équations économiques ou financières. Vous savez, comme il y a une expression très connue, vous connaissez certainement, la sécurité a un coût, elle n'a pas de prix. Et donc, on a tout dit quand on a dit ça. Et en même temps, je vous prépare pour un débat qui est actuel. Je disais encore hier les premiers éléments de la loi de finances. Eh ben, les subventions de certains produits alimentaires vont être d'actualité dans les prochains jours, les prochains mois, peu importe, etc. Et donc, c'est vous dire que à partir du moment où on a cette perception de la sécurité, qui est une perception au fond politique et non pas économique, parce qu'elle est existentielle, parce qu'elle est identitaire, elle est liée à l'identité d'une population, d'un peuple déterminé, et bien là, on approche les choses de manière quand même très très différente par rapport aux perceptions suivantes. Alors, je vais directement à la souveraineté. Alors, le paradoxe, ou en tout cas le hasard des choses peut-être, a fait que pendant la même conférence de 1985 de la FAO, une ONG internationale qui s'appelle Via Campesina, eh ben, a mis sur, si vous voulez, dans le domaine public, la première approche de ce qu'on appelle aujourd'hui la souveraineté alimentaire. Alors, je lui ai de la perception, regardez, là, dès le départ, hein, après je développe. La souveraineté, c'est le droit. Le droit, ça commence par un droit, qu'ont les peuples à définir leur propre politique agricole et alimentaire sans dumping vers les autres pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez tout de suite, il y a une complémentarité avec la sécurité telle qu'on vient de la voir. C'est-à-dire que, en fait, la souveraineté, elle repose sur les éléments de la sécurité, avec disponibilité, accessibilité, utilisation, qualité, etc., durabilité. Mais elle va plus loin. Pourquoi? Parce qu'elle a introduit deux éléments. Le droit à l'alimentation. Alors, le droit à l'alimentation, il faut remonter à 1948, je n'ai pas voulu allonger beaucoup, mais il faut remonter à la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Où, pour la première fois, le droit à l'alimentation a été reconnu comme un droit humain, c'est-à-dire au même titre que les libertés publiques, que les droits de se soigner, de se loger, etc. Et donc, on a reposé d'abord sur le socle la sécurité, puis on a amener un concept nouveau qui est celui le droit à l'alimentation. Tout être humain a droit à une alimentation et alors saine, nutritive, durable, etc., etc. Deuxième apport très important, c'est le droit de définir une politique. C'est-à-dire de faire les choix qui correspondent d'abord aux besoins de la population, c'est-à-dire à la demande interne, au lieu, vous voyez, dans la perception sécurité alimentaire, perception des institutions financières, on produit pour exporter. Là, on produit d'abord, alors attention, ça n'exclut pas l'export, je vais y revenir, mais on produit d'abord pour répondre aux besoins de la population, aux besoins de consommation. C'est l'apport décisif du concept de souveraineté. Alors, j'ai ici, parce qu'en 2007, tout un ensemble, tout un collectif d'ONG à l'échelle internationale ont un peu affiné la définition, et ça donne ça, le droit des peuples à une alimentation, vous voyez, on retrouve Kulji, le droit des peuples à une alimentation saine, dans le respect des cultures produites à l'aide de méthodes durables et respectueuses de l'environnement, ainsi que le droit
à définir leur propre système alimentaire et agricole. Vous voyez, vous avez l'ensemble. Bien. Alors, donc, pour finir, pour ramasser tout ça, vous voyez bien que la souveraineté alimentaire soulève des questions de fond. Elle soulève des questions: qui produit? Quoi produire? Pourquoi produire? Comment produire? Dans quelles conditions produire? C'est les questions de fond. Et en dernier lieu, je répète, j'insiste là-dessus, c'est un droit. Et en dernier lieu, finalement, s'il faut résumer en une phrase, c'est le droit, effectivement, c'est un droit de définir une politique agricole et alimentaire et se donner les moyens de les mettre en œuvre, de les mettre en service. Voilà. Donc, on va voir ensuite ce que ça veut dire concrètement, notamment au niveau international, dans le cas du Maroc, etc. Mais je vous demande de retenir tout ça parce que c'est très très important. D'abord, j'espère que, donc, je récapitule rapidement. Autosuffisance, sécurité, version institution financière internationale, sécurité alimentaire, version FAO, souveraineté alimentaire. Là, on voit l'évolution. Très bien. Alors maintenant, on a compris, on fait la distinction, on va passer à les crises. Comment les définir? Comment les caractériser? Il faut quand même savoir que depuis les crises alimentaires, si on revient sur les 15 dernières années, disons depuis 2008, on a eu quand même cette 2008, je ne parle pas des détails, on a eu la Covid, la pandémie, et on a eu la crise de l'Ukraine. Et à chaque fois, effectivement, regardez, je vais vous montrer tout de suite l'élément qui est marquant à travers cette évolution. Vous savez, ça, c'est une évolution des cours. C'est synthétique, hein. C'est les cours des produits alimentaires que la FAO met à jour régulièrement. Vous avez là la dernière évolution. Et ce qui est intéressant, regardez, vous voyez que vous avez une évolution sur 50 ans, pratiquement, qui reste dans des limites relativement acceptables, hein. Et puis, surtout, à partir de 2005-6, c'est la première crise alimentaire. Regardez comment... Hop, regardez surtout le rouge parce que c'est le nominal. Regardez une évolution absolument, un saut absolument extraordinaire. Alors après, il y a un petit reflux, mais ça reste à des niveaux relativement élevés. Et puis hop, à nouveau, ça c'est la hausse de l'année dernière, 2022, voyez, après la crise de l'Ukraine. Donc, nous sommes face à des crises alimentaires de plus en plus fréquentes et de plus en plus intense. C'est pas les changements climatiques. Les sécheresses de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Eh bien, c'est à peu près la même chose. Bien. Deuxième chose, les dysfonctionnements des marchés, des chaînes de valeur, des dispositifs logiques. Vous savez, il a quand même, avant la pandémie, personne ne se posait la question des chaînes de valeur, de la logistique. Et puis il a fallu que, du jour au lendemain, des choses concrètes, vous n'imaginez pas. Vous voyez, par exemple, le conteneur, qu'on pouvait amener de Chine à Casablanca à $2000 ou $2500, qui du jour au lendemain est passé à 18 000, 20 000 $. C'est très concret tout ça. Pour les gens qui voulaient acheter une voiture, ah ben non, il y a pénurie. Pourquoi? Parce qu'il y a un composant électronique qui est fabriqué à Taïwan et qui s'est perdu. Voilà, concrètement, on découvrait ce que signifient des pannes de chaînes de valeur. Je rappelle quand même, parce que ça c'est le produit direct de la mondialisation. N'oubliez pas, c'est quoi la mondialisation? C'est que c'est au lieu que dans une entreprise, il y a plusieurs ateliers, là, je simplifie pour qu'on se comprenne. À l'échelle mondiale, c'est des pays qui sont les ateliers. Vous avez une voiture, la voiture qu'on fabrique au Maroc, elle a commencé en Roumanie, puis elle s'est poursuivie, elle a ramené des pièces d'Asie, d'Amérique latine, et elle est montée à Tanger. C'est ça la mondialisation. Mais tout ça, vous voyez bien que ça suppose une fluidité.
une solidité absolue des chaînes de valeur. À partir du moment où ces chaînes de valeur sont en bon pas, le système est bien. Et alors, évidemment, on a commencé à avoir des problèmes de difficulté, de disponibilité, donc c'est ce que je viens de vous dire. Et enfin, ben oui, vous allez voir, je vais vous donner des chiffres, des trucs. On a vu réapparaître la famine, des famines, la pauvreté, la vulnérabilité. Des choses que là aussi, on pensait quand même, sur les 20-25 dernières années, on était plutôt, ça ne veut pas dire que loin de là, que la famine n'existait plus, mais quand même elle était sur un trend un peu descendant. Là, vous allez voir avec des chiffres, vous allez voir que c'est quand même assez... Voilà. Alors, bon, ça, c'est simplement le détail de ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire l'évolution des cours des céréales, des sucres, des huiles végétales, c'est-à-dire les produits, on va y revenir, que nous, au Maroc, on importe principalement. Voilà, donc on va avancer. Vous avez ici, donc, à chaque fois, c'est juste, je veux que vous preniez conscience que, au niveau international, eh ben, la crise, si vous voulez, les 3 années 2020-22 marquent une rupture par rapport à une évolution historique très ancienne. Hein. Regarde, à chaque fois, par exemple, là, vous avez le cours du blé. Regardez, on est sur des choses, quand je vous dis là, par exemple, on est sur des choses qui sont simples, et hop, vous avez une évolution qui est très forte. Regarde. Le cours de l'huile de soja, qui va y revenir, fondamental pour l'huile de graine pour nous. Regardez la même chose, un saut absolument extraordinaire. Des flambées, ça s'appelle des flambées et des cours, et vous allez voir ensuite les conséquences de tout ça, évidemment. Le sucre, pareil, regardez l'augmentation. Voilà. Donc, le pétrole, alors évidemment, là aussi, regardez. Donc, tout ça, c'est juste pour vous dire que la crise à laquelle nous assistons, qui continue, hein, qui se perpétue aujourd'hui encore, eh bien, c'est dans une évolution de long terme, ça marque une rupture par rapport au passé. On a fait un saut et on a l'impression que on a atteint un palier difficile de revenir plus bas. Regardez, alors l'insécurité, je vous ai parlé tout à l'heure, alimentaire et la famine, ben en 2021, 2,3 milliards de personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave. D'ailleurs, 924 millions de cas graves. Je vous rappelle que dans les rapports, par exemple, de la FAO des années 2000, 2010, etc., on était tombé en dessous de 800 millions. Et on était relativement optimiste. On pensait que ça allait continuer à baisser. Regardez là, manifestement, on est reparti vers une hausse assez inquiétante. Alors, 828 millions de personnes souffrent de la faim. Et en Afrique, les personnes souffrant de faim en 2022 ont augmenté de plus de 20 millions de personnes pour atteindre 278 millions uniquement en Afrique. Là, vous avez un schéma qui, par continent, vous montre l'évolution de l'insécurité alimentaire dans la population au niveau du monde. Vous avez par exemple, ça c'est l'évolution du monde, et vous voyez l'évolution, même au niveau mondial. Mais prenez par exemple l'Afrique, malheureusement, c'est les plus élevés. Je vais vous donner des chiffres plus importants, on est à 58-59% maintenant. Vous avez ici l'Asie, puis l'Amérique latine. Et puis évidemment, l'Europe et l'Amérique, c'est là où c'est le plus faible. Mais c'est quand même important. Donc même dans des pays développés, la famine est réapparue, alors qu'on pensait qu'effectivement, elle avait disparu. Voilà donc un peu la situation. Alors, quelles origines? Je vous mets les origines de ces crises répétées. Cette dernière crise a des racines multiples et anciennes. Mais déjà, on peut, si vous voulez, identifier deux éléments. Un constat que chacun peut faire aujourd'hui, mais c'est très important comme repère de le faire dès maintenant. D'abord, la fameuse libéralisation des échanges, l'abondance des mécanismes de régulation qui existaient auparavant et qu'on nous disait
de nature, justement, à stabiliser les situations. Nous allons laisser le marché stabiliser les situations, laisser les marchés garantir la stabilité des cours. Le constat, vous allez le voir, tout le monde peut le voir, cette libéralisation n'a pas limité, mais accentué l'instabilité des marchés et donc la volatilité des cours. Premier élément. On a des marchés qui sont très volatiles et on n'a pas de mécanisme de régulation. Parce qu'on s'est privé de ces mécanismes de régulation. Ensuite, je dis presque partout, la libéralisation des échanges a dégradé les conditions de l'autosuffisance alimentaire. Bien. On va aller un peu plus loin et on va essayer de comprendre au niveau international les causes de ces crises répétées. Et alors, disons très logiquement, on peut considérer qu'il y a des causes conjoncturelles, c'est-à-dire qui viennent avec la conjoncture, et des causes plus profondes, qui sont structurelles, qui sont liées à des phénomènes, des choix qui sont plus durables. Alors, très rapidement, les causes conjoncturelles, je vais vous les citer rapidement, je pense que j'en ai parlé hier, mais les gens qui sont là peut-être n'étaient pas là hier, donc je vais les rappeler brièvement. Évidemment, vous avez d'abord les chocs que chacun a pu. J'ai dit tout à l'heure, la pandémie de 2020, c'est un choc, qui est un choc d'abord de l'offre et aussi de la demande d'ailleurs. Il est évident que quand vous arrêtez la production de manière brutale, l'effet immédiat, effectivement, est une chute de la production avec les conséquences, évidemment. Parce que chute de la production alimentaire, la consommation, elle ne chute pas. Et donc, forcément, vous avez un déséquilibre très important au niveau des chaînes de valeur, etc. Les sécheresses, vous connaissez. Alors, il ne faut pas imaginer que les sécheresses, c'est spécifique au Maroc. Les sécheresses sont multiples. Et avec les changements climatiques, malheureusement, je l'ai pas ici, mais j'ai une carte qui est régulièrement là aussi mise à jour par le GIEC notamment, et qui vous montre, si vous voulez, le degré de vulnérabilité des différents pays, des différents continents, par rapport à la question des changements climatiques. Malheureusement, ça se confirme à chaque fois. Le Maroc, alors, pas que le Maroc, on peut dire que toute la zone de l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, c'est une des régions les plus exposées. On est, si vous voulez, qui est le balcon. On est juste en face. Donc, on est exposé aux changements climatiques. Et les changements climatiques, on le sait, vont se traduire notamment par des sécheresses de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses. Les effets de la pandémie, j'ai dit sur les échanges mondiaux, parce que après, évidemment, il y a eu, vous savez, l'année 2021, dans toutes les courbes, quand vous voyez la plupart des pays, quand vous voyez le taux de croissance, l'évolution de croissance, vous avez 2020, chute brutale, 2021, reprise, tout aussi forte. Par exemple, vous dites par exemple au Maroc, on a eu une chute de 7, puis une reprise de 8, un peu moins que 8. Donc c'est un effet quasiment mécanique, si vous voulez. Bon. Mais il faut bien comprendre qu'en matière alimentaire, les bouleversements se traduisent par des fluctuations de la volatilité, des dysfonctionnements sur les marchés. Même lorsque la demande, par exemple, a repris en 21, concrètement, ça veut dire que les gens ont demandé à consommer de plus en plus. Mais la production, elle, ne peut pas suivre de manière aussi mécanique. Et donc, vous avez un déséquilibre sur les marchés. Alors, un autre élément très important, c'est tout simplement les réflexes protectionnistes. Tous les pays, la plupart des pays, se sont mis à avoir le réflexe c'est compréhensible. Personne ne peut jeter la pierre à personne. Quand vous avez, je sais pas moi, par exemple, la Russie ou même l'Ukraine, ou même pour certains produits, les États-Unis, l'Amérique du Nord, etc., on commence par stopper les exportations, d'abord pour alimenter la demande interne. Donc, mais concrètement, j'ai pas dit la Russie et l'Ukraine, vous allez voir ce que ça représente au niveau du marché mondial.
Oui. Mais quand vous avez ça, vous avez des pays qui sont des acteurs majeurs sur le marché international des produits alimentaires. Eh bien, le fait qu'ils réduisent leurs exportations a un impact considérable sur le marché, sur l'équilibre du marché. Oui. Et donc, lorsque des pays, effectivement, ont commencé à réduire leurs exportations, ben ça a déstabilisé le marché mondial et ça a accentué, dans certains cas, les fluctuations. Le souci de reconstitution des stocks, notamment de la Chine. Alors, il faut bien comprendre une chose, pour ce qui est de la Chine. Sur le marché mondial, la Chine, évidemment, c'est 1,4 milliard. Et il faut bien comprendre, je peux vous assurer, quels que soient les points de vue des uns et des autres, là, il faut remercier le système politique chinois. Peut être avec ou contre le communisme, ce que vous voulez, c'est pas le sujet. Mais c'est un système qui a permis tout simplement de faire manger les 1,4 milliard de Chinois sans pour autant qu'ils impactent le marché mondial de manière excessive. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en permettant une certaine, si vous voulez, capacité de production, je ne dis pas autosuffisance, mais j'ai dit une capacité de production qui permet de nourrir la population, le 1,4 milliard, et de ne s'adresser au marché mondial que pour une marge, un résidu. On a, d'une certaine façon, rendu service à l'humanité, je dis bien, je pèse mes mots, et en tout cas aux pays comme nous qui sommes importateurs. Je vous donne un exemple. Imaginez que la Chine, une année, ait une mauvaise récolte et perde 20%. Vous savez ce que ça veut dire 20% du marché chinois? C'est peut-être les 3/4, ça dépend des produits améliorés, mais c'est les 3/4 de ce qui est disponible sur le marché mondial. Vous imaginez ce que ça veut dire? Si, pour combler son déficit, la Chine vient s'adresser au marché mondial, pour combler son déficit, ben, elle bouleverse complètement l'équilibre du marché. Et les prix flambent. Et qui paye? C'est nous. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir en permanence en tête de la relation. Si vous voulez, moi j'ai une image qui vaut ce qu'elle vaut. Mais vous savez, la Chine, sur le marché mondial, c'est un peu, comment dire, vous connaissez vous avez une mare où il y a des canards. Imaginez, vous amenez un hippopotame et vous le mettez sur la mare avec les petits canards. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, c'est ça la Chine sur le marché mondial. C'est ça la Chine sur le marché mondial. C'est un hippopotame. Pour l'instant, je répète, on est relativement préservé, mais croyez-moi, pourquoi je vous dis ça ici? Parce qu'en 2021, la Chine a simplement, elle ne s'est pas adressée de manière massive, mais simplement, elle a eu le souci, ce qui est, je répète, légitime, de reconstituer des stocks d'ILM, des stocks de sécurité. Entre parenthèses, les stocks de sécurité que nous n'avons pas. Elle a voulu reconstituer ces stocks, et bien l'impact sur le marché mondial a été évident, automatique. Donc, cette donnée, alors, je ne mets pas, si vous mettez la Chine et avec elle l'Inde, vous êtes à 3 milliards. Et vous voyez tout de suite l'impact que ça a. C'est que ça a. Bien. Alors, évidemment, la hausse des cours du pétrole, mais je signe la question du prix du pétrole en relation avec les biocarburants. Mais là aussi, il faut comprendre une chose très importante, c'est cette relation directe entre le cours du pétrole et le cours des produits alimentaires à travers les biocarburants. Lorsque le cours du pétrole augmente, les biocarburants deviennent intéressants, puisque le prix du pétrole est intéressant. Donc, on utilise de plus en plus de végétaux, donc on retire du marché mondial de l'alimentation pour pouvoir en faire des biocarburants avec. Et donc là aussi, n'imaginez pas que quand il y a une hausse des prix du pétrole, ça ne concerne que les carburants. C'est aussi directement lié avec l'alimentation. Voilà, alors,
Alors je dis, il y a encore des circonstances aggravantes qu'il faut aussi, au niveau international, qu'il faut quand même aussi également garder en tête. La dépendance pour des produits de base d'une poignée de pays exportateurs et de firmes multinationales. Je vais vous montrer des figures et vous allez voir. L'Union européenne et 7 autres pays représentent à eux seuls 90% des exportations mondiales de blé. Donc déjà, vous voyez, on est dans un marché mondial du blé qui est très concentré. 4 pays représentent 87% des exportations mondiales de maïs. Le maïs, le Maroc, on l'importe à 100%. C'est-à-dire que notre dépendance vis-à-vis du maïs est totale. Et vous savez, le maïs, je ne suis pas en train de vous parler de Kbel, hein. Le maïs, c'est la moitié, si vous voulez, à peu près de la production des intrants dans la production de la viande blanche. Qui est, on dit un peu, et encore, je ne sais plus, un temps on disait c'est la viande des pauvres. Compte tenu des prix qui montent, je ne sais plus si c'est vraiment encore la viande des pauvres. Mais en tout cas, la viande blanche, poulet, dinde, etc., alors, il faut savoir que dans 1 kilo, la moitié des intrants, donc à peu près la moitié du coût, c'est du... Alors, il n'y a pas que le maïs, hein, mais principalement au Maroc, le maïs. Donc, que nous devons importer à 100%. Et vous voyez tout de suite l'impact. La Russie et l'Ukraine, plus de 25% des exportations mondiales du blé, donc à 2. 15% pour le maïs. Donc, pourquoi je dis la Russie et l'Ukraine? C'est pour vous mettre tout de suite dans le bain. Alors, quand on parle de la guerre d'Ukraine, on peut parler de ces dimensions géopolitiques, géostratégiques, comme vous voulez. Concrètement, puisque nous, et beaucoup de pays, vous allez voir là aussi sur des figures, des choses très très parlantes, concrètement, ça veut dire que vous extrayez par exemple, si par exemple pendant 1 mois ou 2, les 2 pays arrêtent leurs exportations, 2 mois, etc., ben, l'impact sur le marché mondial est automatique. Et tout de suite, on paye ça plus cher. Là également, la question des firmes multinationales. Il faut savoir que sur les marchés des produits alimentaires, vous avez une concentration encore plus importante que dans d'autres domaines au niveau des multinationales. Ce qu'on appelle, les 4 sociétés, les ABCD. Chez ABCD, c'est Archer Daniel, Midland, Bunge, Cargill, Dreyfus. Vous avez les 4 sociétés contrôlent 70 à 90% du commerce mondial des céréales. Alors vous imaginez tout de suite ce que ça implique là aussi. Quand vous avez des firmes multinationales qui contrôlent le marché, ben évidemment, encore une fois, il ne s'agit pas de porter de jugement de valeur. Une firme, elle a sa propre logique, mais qui forcément n'est pas celle d'un pays, mais pas celle d'un peuple. Et donc, vous avez cette domination de logique privée sur des denrées alimentaires qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne peuvent pas être réduites à une dimension purement économique. Parce qu'on est dans un domaine où on touche à l'alimentation, donc à l'existence même des gens. Alors, donc début mai 2022, ce que je vous disais tout à l'heure, une vingtaine de pays ont imposé des interdictions d'exportation de produits alimentaires. Russie, Ukraine, Indonésie, Argentine, etc. Alors, tout de suite, ce que je disais tout à l'heure, interdiction d'exportation, ça a des implications pour les acteurs directs. C'est nous, ce qui nous concerne surtout, ça a une implication parce que nous sommes fortement importateurs et que tout de suite, ça se traduit par, si ce n'est par des problèmes de disponibilité, il faut le dire honnêtement, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de problème de disponibilité. Les produits alimentaires sont là, sur les marchés. Mais, eh bien, on a des problèmes d'accessibilité, évident. Et même les produits que nous avons, par exemple, des produits comme le blé ou le maïs, par exemple, surtout peut-être pour la farine dite nationale de blé tendre qui est subventionnée, c'est évident que là, ou le sucre, ou le gaz butane, c'est évident que sans les subventions de la caisse de compensation, leur prix aujourd'hui serait à un niveau, tout simplement, qui les rend inaccessibles. Oui. Alors,
Alors, je passe, je ne veux pas allonger beaucoup cette partie, mais il faut savoir aussi que la question des intrants est importante. Les engrais ont également considérablement augmenté. Alors, évidemment, pour nous, l'OCP, d'une certaine manière, a gagné. Vous savez, vous voyez les courbes, les 2022. Alors là, ça se calme un peu. C'est depuis quelques mois, ça se calme. Mais 2022 est une très bonne année pour l'OCP parce qu'effectivement, les cours des engrais ont augmenté, les ressources ont augmenté, etc. Mais, encore une fois, là, il n'y a pas de mystère. Les producteurs, regardez, écoutez aujourd'hui les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils disent? Mais ils disent que les intrants sont devenus inaccessibles. C'est ce qui permet de justifier les hausses des prix. Et c'est une chaîne qui n'en finit pas. On n'a pas un mécanisme particulier de stabilisation des prix à la production, je parle là, par exemple pour les principaux intrants. Bon, je passe tout ça, je voudrais vous montrer je pense que j'ai déjà parlé de la question des marchés céréaliers, la question de la spéculation, je ne reviens pas là-dessus. La question des stocks, j'ai insisté, c'est très très important, et surtout leur concentration. Regardez, plus de 75% des stocks mondiaux de céréales sont encore détenus par 5 pays. Oui, vous avez à travers cette image, mais tout simplement la distribution du pouvoir. La distribution du pouvoir. Alors, qui détient les stocks détient le pouvoir. Alors, regardez ces figures. Vous avez là, effectivement, les acteurs, les principaux acteurs du marché du blé. Et vous avez à chaque fois, regardez, ça c'est les grands acteurs, et ça ce sont les pays pour lesquels ils exportent. Par exemple, la Russie, vous voyez, elle détient presque 20% du marché, et voilà les pays auxquels elle exporte. Le Canada, 14% du marché, les États-Unis, à peu près aussi 14% du marché, la France, un peu moins de 10%, l'Ukraine, un peu moins de 10%, etc. Voilà. Alors, on va aller, ça c'est encore plus parlant. Vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien, alors, je vais essayer de commenter pour... Là, vous avez un peu la carte du monde. Vous avez, en matière de blé, si vous voulez, les inégalités entre, si vous voulez, le demi-cercle Hagda, ça veut dire les pays qui importent. Et le demi-cercle Hagda, vers le haut, les pays qui exportent. Et regardez, moi ce qui m'intéresse au-delà de tout ça, c'est nous, tout simplement. Regardez, vous voyez, vous savez que l'Afrique du Nord est pratiquement l'un des, si ce n'est le premier, importateurs mondial de blé. L'Égypte est le premier importateur mondial de blé. Hein. Nous, on vient après l'Algérie, mais l'Afrique du Nord est une puissance importatrice, si je puis dire, en matière de blé. Regardez, importateurs mondiaux de blé, la même chose à nouveau, mais là avec des chiffres. Je pense que c'est surtout pour vous, je vous enverrai ce document et vous verrez mais là, vous avez chaque pays avec les quantités. Vous voyez par exemple là l'Égypte, avec pratiquement le 61. Regardez là, l'Égypte, les deux gros, et l'Indonésie. Bon, c'est disons les deux gros importateurs. Bon, alors, en commentaire en bas, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient concentrent 30% des importations mondiales de blé, alors que la zone ne pèse que pour 4% de la population du globe. Voilà, le décalage. 4% de la population, 30% des importations mondiales de blé. Voilà. La Russie et l'Ukraine, qu'est-ce qu'elles représentent? Voilà, important pour savoir, pour situer l'importance de ces deux pays sur l'échiquier mondial. Ben regardez, 28% pour le blé, 30% pour l'orge. Vous voyez, en bleu, c'est l'Ukraine, et en rouge, c'est la Russie. 18% pour le maïs, 32% pour le grain de tournesol, que nous importons beaucoup, 20% pour le colza, 78% pour l'huile de tournesol et 80% pour les tourteaux, les demi-produits. Voilà. Alors ça c'est intéressant aussi pour voir la situation de l'Afrique du point de vue de la dépendance. Vous avez des pays
qui sont dépendants de la Russie et de l'Ukraine quasiment à 100%. Regardez par exemple la Somalie ou le Bénin, 100%. L'Égypte, 81%. 81%. Le Soudan, 75%, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une situation à l'échelle mondiale, mais malheureusement, au niveau de l'Afrique, la dépendance est encore beaucoup plus forte, et donc l'impact également beaucoup plus fort. Et croyez-moi, ça explique beaucoup de choses au niveau des positions politiques, évidemment. N'imaginez pas que l'Afrique, il y a eu une certaine position sur certaines questions, là, c'est gratuit, là, c'est anodin, là. Ces réalités-là sont tout à fait en relation avec des positions politiques. Alors, la question des stocks, voilà. L'évolution des stocks, vous voyez, c'est important. Sur les 15-20 dernières années, les stocks mondiaux baissent. Ou en tout cas ne se développent pas, vous voyez, ou stagnent. Ce qui est un mauvais signe. Parce que, je répète, ça s'appelle des stocks de sécurité. Et que, par exemple, je vous donne un exemple, par exemple au Maroc, de par la loi, on doit avoir 2 mois de stock de sécurité. Je rentre pas dans les trucs, vous savez que il y a des hauts et des bas, il y a des fois quand on fait des importations importantes, on peut être au-dessus, mais il y a plusieurs situations, des fois où on se trouve beaucoup moins à des niveaux donc de stock qui sont plus qu'inquiétants. Et donc, si vous voulez, la nécessité de garder un stock stable, permanent, est un impératif stratégique pour n'importe quel pays. Alors voilà, donc en gros, voilà les aspects, si vous voulez, conjoncturels liés à la situation mondiale, mais aussi, vous voyez, j'ai déjà donné des éléments structurels sur les marchés mondiaux, notamment au niveau de la concentration, de la dépendance, etc. Alors, quelques mots pour ce qui est des causes structurelles. Vous avez d'un côté l'offre, c'est-à-dire la production, vous avez la demande, c'est-à-dire la consommation, et vous avez les politiques. Donc, les éléments, les politiques, c'est-à-dire les choix qui déterminent les situations. Et donc, les causes structurelles du point de vue de l'offre, c'est-à-dire de la production, on sait que, depuis longtemps, ça c'est pas nouveau, on sait depuis longtemps que les terres cultivables, la SAU, on dit la surface agricole utile, n'évolue pas favorablement. La déforestation, l'érosion des sols, la désertification, voilà des choses que je parle du monde, je parle du Maroc. Nous vivons des situations de plus en plus inquiétantes, tant du point de vue de la désertification, la montée des déserts, la déforestation et la dégradation des sols, en fait. Même les sols qui étaient les plus fertiles, effectivement, dont la qualité se dégrade. Et donc, cette situation, concrètement, ça veut dire que elle va impacter, et elle impacte de plus en plus la production. Évidemment, la question de l'eau, je n'en dirai pas plus, vous la connaissez, je suis sûr que vous connaissez cette question de tous les points, donc je n'insiste pas, mais sachez que la question de l'eau devient une contrainte de plus en plus forte, d'abord au niveau de l'offre agricole. Il y a de moins en moins d'eau, et donc les possibilités de produire vont en s'affaiblissant, en baissant par rapport à la question de l'eau qui devient une contrainte énorme. Les changements climatiques, j'en ai parlé, les aléas climatiques, les sécheresses, donc je reviens pas, c'est simplement sachez que, je répète, vous voyez, si je les cite ici, c'est que c'est devenu moins des questions conjoncturelles que structurelles, et donc durables. Il faut faire avec les sécheresses, ça n'est pas une question de conjoncture, c'est quelque chose de permanent, de structurel. Il faudra apprendre à vivre avec ça. Alors, du côté de la demande, la consommation, là aussi, l'équation au niveau mondial est très très simple. Vous avez une population qui continue d'augmenter, même si évidemment le rythme d'accroissement a beaucoup baissé, mais la population mondiale continue d'augmenter. Vous avez surtout une évolution donc qui n'est pas simplement quantitative, mais qui est qualitative.
Autrement dit, vous avez de plus en plus une sorte d'uniformisation des modèles de consommation, une sorte d'uniformisation, le fameux modèle, la malbouffe. Voilà, pour tout dire, simplement, le modèle de la malbouffe s'étend, en dépit de tout ce qu'on peut dire. S'étend, se développe, ça croît. Or, je disais hier, c'est pas vraiment une boutade, mais c'est des calculs qui ont été faits, que si, effectivement, la Chine et l'Inde, ou auquel vous pouvez ajouter facilement l'Afrique, se mettent à tous consommer comme les Américains, eh bien, il faut 5 ou 6 planètes pour répondre à ce besoin. Parce que vous avez, ne serait-ce qu'au niveau de la partie viande rouge, le modèle de consommation américain, européen qui s'est développé sur les 50 dernières années est juste impensable, impossible à généraliser parce que les ressources objectives de la Terre ne permettent pas de répondre à cette demande. Alors, donc, je pense que ces éléments ont déjà été plus ou moins traités. Alors, j'arrive au choix de politique publique. Les choix des politiques publiques, il faut savoir. J'ai dit tout à l'heure, j'ai fait allusion au mouvement de libéralisation des échanges. Il faut savoir qu'il y avait une logique derrière cette libéralisation, c'est que la libéralisation allait créer les conditions et d'une offre plus grande, c'est-à-dire que la libéralisation était de nature à accroître la production, à uniformiser la consommation et à stabiliser les prix. Et donc, c'était le récit, si je puis dire. Le récit de la libéralisation, c'était ça. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le mouvement de libéralisation, d'abord, il est en panne. Je vous rappelle, je rappelle que, par exemple, l'OMC, qui est quand même l'organisation qui avait la responsabilité de libéraliser, de veiller à la libéralisation jusqu'au bout des marchés mondiaux. L'OMC est en panne depuis 20 ans maintenant, plus de 20 ans. Le dernier round de négociation, celui de Doha, de 2021, n'a jamais abouti. Et l'OMC, depuis, je répète, plus de 20 ans maintenant, est en panne. Alors, quand vous n'avez pas un processus de libéralisation, multilatéral, comme on dit, dans les organisations multilatérales, qu'est-ce qui se passe? Vous avez deux choses, alternatives, entre guillemets. Soit que les États essayent de contourner donc les négociations multilatérales pour aboutissant à un accord multilatéral par des accords bilatéraux. Les accords de libre-échange que nous avons signés, que le Maroc a signés, notamment avec les États-Unis, avec la Turquie, avec l'Union européenne bien évidemment, avec les pays arabes, ce qu'on appelle le Quad, l'accord d'Agadir, ce sont des accords qui ont été en clair signés un peu en désespoir de cause, parce que, pour l'accord avec les États-Unis, c'est clair, les États-Unis ont essayé d'obtenir à travers un accord bilatéral ce qu'ils n'avaient pas réussi à obtenir dans un cadre multilatéral qui est celui de l'OMC. Donc ils ont signé des accords avec plusieurs pays pour leur imposer, parce que c'est plus facile bilatéralement. C'est évident que vous êtes les États-Unis, vous êtes le Maroc, vous obtenez des concessions autrement plus importantes que quand c'est au niveau multilatéral. Et donc, d'où la multiplication des accords bilatéraux. Bien. L'autre alternative, c'est le protectionnisme. C'est-à-dire le chacun pour soi. Chacun est déterminé par une logique purement interne. Et donc, les deux évolutions posent question. Les deux évolutions posent question. Pourquoi? Parce que les accords de libre-échange posent problème. Je pense qu'au Maroc, on n'en sait que trop, posent énormément de problèmes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et parce que le protectionnisme, vous savez, c'est toujours le protectionnisme, quand c'est nous qui le faisons, c'est bien. Quand c'est les autres qui le font, c'est mauvais.
Sauf que, encore une fois, quand on est, je vais vous donner des chiffres du Maroc, en état de dépendance précisément pour les produits stratégiques les plus importants, quand on doit importer les produits stratégiques les plus importants, évidemment que quand c'est les autres qui sont protectionnistes, c'est très mauvais pour nous. On va dire, c'est ça le problème qui se pose, qui se pose à nous. Voilà. Alors, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit sur la question les changements climatiques, etc. Je pense que la spéculation au niveau mondial, là aussi, je l'ai dit, je le répète, là, il y a un tournant, à mon avis, qui est très dangereux dans la finance internationale. Je ne parle pas simplement de la libéralisation des marchés de capitaux, des bourses, etc. Je parle d'alimentation. Alors, les produits alimentaires sont devenus des produits financiers. Des produits financiers. Et donc, à partir du moment où ils sont des produits financiers, ben évidemment, ils font l'objet de spéculation. De manière totalement indépendante de la réalité, de l'offre et de la demande, c'est-à-dire des produits physiquement. Vous pouvez aujourd'hui avoir, par exemple, un marché qui est, par exemple, on va dire, l'offre est supérieure à la demande, c'est-à-dire les prix devraient baisser, mais vous avez derrière un raisonnement purement spéculatif qui va par exemple, la spéculation surtout à travers ce qu'on appelle les achats à terme, mais sur la base de produits financiers, parce que les achats à terme, il y en a toujours eu, mais là vous ne spéculez pas sur du réel, vous spéculez sur des titres. Et donc, à partir du moment où vous êtes dans cette logique de spéculation sur simplement des titres, ben vous pouvez faire spéculer sur le fait que dans 6 mois, par exemple, c'est pas l'offre qui va être supérieure à la demande, mais la demande qui va être supérieure. Et donc, vous anticipez, par exemple, et donc vous entraînez le marché vers une courbe haussière, alors que la réalité du marché devrait indiquer plutôt une baisse. C'est ça qui explique des fois des situations que personne, les spécialistes au premier ne comprennent pas. Ils disent, mais regardez, en principe, on annonce une bonne récolte, en principe, les stocks mondiaux, c'est bon, aucune raison objective, réelle, physique, n'explique cette hausse des prix. Et pourtant, l'explication, elle est spéculative. Et c'est la spéculation, c'est pas autre chose. Alors, donc, je pense que j'ai donné un certain nombre d'éléments qui permettent d'expliquer la situation et je répète, à chaque fois j'ai expliqué la situation, j'essaye de situer le Maroc pour ne pas être en décalage. D'abord, ce que je vous propose, c'est d'aller directement aux politiques. Et alors, justement, contrairement à ce que j'ai essayé d'expliquer hier, là, je vais essayer de parler de l'évolution des politiques, en fait, au niveau de la plupart des pays en développement, et vous allez voir que le Maroc est une simple illustration. Mais là, au lieu de prendre le Maroc, je prends les pays en développement, et j'illustre, c'est une démarche un peu inverse. Donc, en sous-titre, je dis une insécurité, conséquence de politiques inadéquates. Alors, globalement, on va distinguer 3 phases, 3 moments, et donc 3 politiques. Mais avec un fil conducteur, vous allez voir, qui est le même. On peut dire qu'on a eu des stratégies agro-exportatrices. Ensuite, relayées, amplifiées par les politiques, les fameuses politiques d'ajustement structurel, et puis, en continuité, les situations que nous vivons, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler les politiques post-ajustement et de libéralisation tous azimuts. Alors, on a les 3 moments. Je répète, ce dont je vais parler, c'est à peu près la situation des pays, la plupart de ce qu'on peut encore appeler les pays en développement, notamment l'Afrique, l'Asie, la bonne partie de l'Amérique du Sud, etc. Mais vous allez voir, en même temps, à chaque fois, le Maroc représente une sorte d'exemple typique de ces 3 stratégies. Alors, la stratégie agro-exportatrice. Au-delà des référentiels idéologiques,
Parce que dans ces stratégies, vous aviez des pays qui se réclamaient du libéralisme depuis toujours, du monde libre, etc., du monde occidental. Vous aviez d'autres qui se référaient des pays à économie planifiée, des pays de l'Est. Au-delà des référentiels idéologiques exposés, apparents, la plupart des pays en développement ont adopté des stratégies déterminées par la demande externe avant de l'être par la demande interne. Voilà. Ça, c'est le premier élément qu'il faut bien savoir. Au Maroc, par exemple, on a eu la politique des barrages, c'est clair, on a construit des barrages pour pouvoir ensuite, sur les espaces, les fameux périmètres irrigués, développer des cultures d'exportation, même si on a développé aussi des cultures destinées à la demande interne. Il est évident que le modèle en soi, je l'ai expliqué hier, il est évident que la logique du modèle imposait de produire sur ces espaces privilégiés, parce que et à l'eau, vous amenez tout. Donc, sur ces espaces, il fallait produire des produits, des biens d'exportation pour rentabiliser en devises. C'est à peu près le même chemin qu'on a vu dans la plupart des pays. Et vous voyez bien ce que j'ai dit au départ. La logique, elle est impeccable. Hein. Vous dites, vous voulez développer une capacité agricole. Alors le point de départ est toujours là aussi, c'est la fameuse théorie des avantages comparatifs. Vous dites, vous avez des avantages comparatifs. Souvent, les avantages comparatifs, souvent, surtout pour les pays en développement, la plupart des pays d'Afrique, vous avez l'eau, vous avez les terres, vous avez le soleil, et vous avez la main-d'œuvre. Et ça tombe bien, puisque la plupart de ces modèles, souvent extrêmement intensifs, eh bien oui, demandent de la main-d'œuvre. Donc, vous avez de la main-d'œuvre pas chère, vous pouvez produire des produits, donc, au départ, on disait à forte valeur commerciale, maintenant on dit à forte valeur ajoutée. Ça revient, l'essentiel, c'est que vous pouvez fabriquer des produits qui se vendent bien sur les marchés internationaux, et donc qui vont vous rapporter des devises, et avec, comme j'ai expliqué, je ne reviens pas là-dessus, avec ces devises, vous faites ce que vous voulez. Donc, vous voyez bien que, en dehors des appartenances et des idéologies, ça paraît a priori, ça paraît attrayant. Et donc, la plupart des pays se sont engagés dans cette... Donc, et même, j'essaie d'insister aussi, ce qui est curieux, c'est que même lorsque, je vous ai dit tout à l'heure, l'autosuffisance alimentaire, c'était les thèmes dominants dans les années 60-70 du siècle passé. Et bien même pour les pays qui, formellement, il y avait une sorte quand même de dissociation d'image, si je puis dire. Vous aviez des pays qui, d'un côté, parlaient d'autosuffisance, mais en même temps, vers les faits, développaient des politiques agro-exportatrices. Au Maroc, en même temps, on parlait d'autosuffisance et on développait le modèle agro-exportateur. Il y a quand même quelque chose là mais c'est la réalité, hein. Parce que je vous dis, on était pris en même temps dans cette... Il y a d'un côté quand même le besoin politique, si je puis dire, de garantir une sécurité intérieure, mais en même temps, il y a l'attrait de l'intégration au marché mondiaux. Alors, c'est très important de comprendre à partir de là que la conséquence la plus importante dans tous les pays, au Maroc, nous vivons, si vous voulez, les implications aujourd'hui encore, c'est ce divorce qu'il y a eu, un véritable divorce, là ici je parle de déconnexion, on peut parler aussi de divorce, entre le modèle de production et le modèle de consommation. Et c'est des choses... Alors, illustration par le cas du Maroc, on peut donner 1000 exemples. J'ai expliqué hier, par exemple, vos parents, vos grands-parents ne consommaient du blé dur, pas du blé tendre. Consommaient de l'huile d'olive, pas de l'huile de graine. Vous voyez, par exemple. Eh bien, progressivement, et la politique des prix et des subventions a joué un rôle très important là-dessus. Quand vous aviez, par exemple, au moment où vous aviez la bouteille d'huile
la bouteille d'huile à 4 dirhams, ben, l'huile d'olive était déjà à 15-20 dirhams. Ben, il n'y a pas photo. Surtout que par ailleurs, en même temps, ben, il y a une dégradation du pouvoir d'achat. Tout ça va ensemble, et c'est un ensemble. Donc d'un côté, vous avez une dégradation du pouvoir d'achat, des conditions de vie. De l'autre côté, vous avez des produits qui sont mis sur le marché à des prix bas parce que subventionnés par les finances publiques. Mais le résultat, il n'y a pas photo, comme diraient les jeunes. Il n'y a pas photo. Les gens, de plus en plus, s'orientent vers ces produits. Le problème est que ces produits, on ne les produit pas. Si en même temps, on a dit, OK, on va développer la consommation d'huile de graine, mais on avait étendu les surfaces de tournesol à 500 000 hectares, il n'y a pas de problème. Allez, enfin, on peut avoir un jugement, on peut dire, ah, c'est dommage qu'on ne consomme plus l'huile d'olive, etc. D'accord. D'abord, ils essaient d'être factuels et très précis. Au moins, on va dire, il y a quand même concordance entre la production et la consommation. Le problème est que le tournesol n'a jamais dépassé 50 000 ou là 60 000 hectares, mais c'est 500 000 hectares. Et donc, il y a la conséquence logique. C'est qu'aujourd'hui, alors je vous parle, la quasi-totalité de notre consommation d'huile de grain, elle est dans les marchés, tout ça, tout ce que vous voyez sur les marchés, c'est importé. C'est pas produit. La production locale représente 1-2%. C'est insignifiant. Ah, la dépendance alimentaire qui vient. Il y a la dépendance, et vous voyez bien que c'est une dépendance qui est cultivée, si je peux utiliser le mot. Oui. C'est une dépendance qui a une explication claire, non. Même chose pour le blé. Pour le blé, le blé dur, le blé complet, c'est un produit de luxe. La population consomme le pain encore subventionné à 1,20 dirham. Vous voyez bien le problème, je peux multiplier les exemples, juste pour vous dire que progressivement, on a ce divorce entre modèle de consommation et modèle de production. Alors c'est vrai que, de manière concomitante, je dirais d'une certaine façon, cette évolution a été aggravée par les politiques, ce qu'on peut appeler les politiques de régulation par les finances publiques. Comment est-ce que j'ai dit? C'est les subventions. Alors attention, et qu'on soit clair, je sais que c'est un sujet qui est très sensible. On marche sur des jeux quand on discute de la caisse de compensation. C'est clair. On peut y revenir si vous voulez dans le débat. Mais ce qui est certain, c'est que si vous voulez, vous avez là aussi, vous voyez bien, deux logiques. Vous avez une première logique qui est, politiquement, il faut préserver l'ordre et la sécurité dans le pays. Et si vous vous rappelez ce qu'on a appelé les émeutes de la faim, toutes les insurrections, si je puis dire, qui ont eu lieu au Maroc depuis au moins 1980 sur cette question. Donc tout de suite, vous voyez bien, c'est une patate chaude. C'est une patate chaude. D'ailleurs que chaque gouvernement n'avait de souci que de l'affiler au gouvernement suivant. C'est ce qui explique d'ailleurs que la problématique de la caisse de compensation est là maintenant, est là, chaude. Je dis bien, c'est-à-dire, parce que la caisse de compensation, elle date des années 40, hein. Mais la caisse de compensation est devenue une question chaude, un problème chaud, sensible, depuis 1980, 78-80. Mais depuis 78-80, et nous sommes en 2023, et on en parle encore. Et on va encore en parler. Un problème. Donc ça veut dire que, effectivement, vous avez au-delà de la question alimentaire, je dirais même au-delà de la question financière, combien ça coûte, est-ce que ça crève le budget, pas, etc. Il y a une dimension politique qui est, en tout cas, pour l'instant, jusqu'à maintenant, n'a pas été réglé, loin de là. Et donc le problème reste entier. En dépit de ce qu'on a diminué, je rentre pas dans le détail, mais je répète encore une fois, je commençais tout à l'heure par dire que la question de la caisse de compensation, je liserai les premiers éléments de la loi de finances qui vient de sortir. Je pense que ça va être chaud à l'avenir. Alors,
Donc, le modèle de régulation par les finances publiques, si vous voulez, avait ce souci à la fois de protéger le pouvoir d'achat, mais de manière artificielle, hein. Mais en même temps, le contrepoids, c'est que ça, si vous voulez, ça a au contraire découragé une production locale et ça a accentué ce divorce entre la consommation et la production. Alors, ça, je vais dire, c'est la construction de ce modèle agro-exportateur. Après, dans les années 80, on a eu les politiques d'ajustement structurel. Très simplement, pour aller à l'essentiel, souvent les politiques d'ajustement structurel, s'il faut les résumer en quelque chose de très simple. Vous avez, ça repose sur deux socles. Vous avez d'un côté un socle retrait de l'État, désengagement de l'État, déréglementation. Vous savez, la fameuse DDD, déréglementation, dérégulation, Là, la logique, c'est évidemment de faire reculer l'État pour faire avancer la logique du marché et du secteur privé. Ok, le premier socle. Le deuxième socle, c'est la libéralisation des marchés, des échanges, l'intégration dans le marché mondial, la libéralisation des prix, des marchés intérieurs, extérieurs, etc. Donc, désengagement, libéralisation. Alors, on a les deux socles clés. En matière d'alimentation, en matière de sécurité, de production, de consommation, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné le fait, d'abord, comme je vous l'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un univers où le récit nous dit, il n'y a pas de problème de sécurité. Il y a le marché mondial. Amenez des devises et vous êtes en sécurité. C'est le récit. D'accord? Bien. Mais plus que cela, on est dans un désengagement, libéralisation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? J'illustre par le Maroc, à chaque fois, mais ça a été général dans tous les pays. Parce que c'est des politiques, c'était des packages imposés par le FMI et la Banque mondiale. Donc, ils ont le même package, là où ils vont, ils mettent en place les mêmes recettes. Mais au Maroc, par exemple, qu'est-ce que ça a donné? Des engagements, qu'est-ce que ça a donné? Je vous ai dit tout à l'heure, au Maroc, on a par exemple beaucoup investi dans la politique des barrages, dans l'aménagement des périmètres irrigués, dans le développement des cultures, etc. Ok. Mais quand on est arrivé à des engagements, les premiers visés, ça a été quoi? C'est les fameux offices de mise en valeur agricole. Vous en avez un à Bécane. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez, parce que dans la logique du modèle agro-exportateur, vous avez, il faut bien le dire, c'est le maître d'œuvre, c'est l'État, c'est pas le privé. C'est l'État qui investit avec les fonds publics d'IENA. C'est l'État qui investit, c'est l'État qui aménage, c'est l'État qui encadre, c'est l'État qui même vend. Eh bien, quand la logique du désengagement avec l'ajustement structurel est arrivée, on commençait à dire, il faut libéraliser, ça veut dire il faut céder le plus de choses possible au secteur privé. Très bien. Là, on a les offices. Les offices qui avaient un rôle vraiment véritable, les offices de mise en valeur, qui avaient un rôle vraiment intégré. C'est-à-dire qu'un office, il commençait par exemple par définir ce qu'on appelle les assolements, les plans d'assolement dans les régions. Qu'est-ce que ça veut dire un plan d'assolement? Ça veut dire que, et c'est logique, vous avez un périmètre irrigué. Pour l'État, je répète encore une fois, a investi. Eh bien, en fonction d'une certaine vision, justement de l'autosuffisance alimentaire, eh bien, l'office pouvait dire, dans le périmètre de Bécane, nous avons, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, nous avons 100 000 hectares, eh bien, nous avons réservé, par exemple, 20 000 hectares pour le blé. Nous allons réserver 5 000 hectares pour les tomates, 25 000 hectares pour la clémentine, etc., etc. Ça procède. Alors, évidemment, c'est un système dirigiste, soyons clairs, dirigiste, mais ça procède d'une vision. Ça procède d'une vision d'ensemble qui est cohérente, parce qu'encore une fois, on est en train de parler de périmètre où il y a de l'investissement public. Si c'était totalement privé,
Je serai le premier à dire, mais qu'est-ce que fait l'État ici? Bon, d'accord, on peut le suivre. Mais là, on est dans quelque chose qui a été construit par le fonds public. Il revient à l'État de tracer une vision. Eh bien, le désengagement, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que l'Office devait se désengager et de l'encadrement, et du financement, et des plans d'assolement. On a commencé par supprimer les plans d'assolement. Sous prétexte que donc libéraliser, permettre aux agriculteurs de produire ce qu'ils veulent. On dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, les agriculteurs, s'ils sont maîtres de leurs décisions, eux savent mieux que l'État ce qu'il faut faire, et donc ils vont faire les cultures qui vont être rentables, etc. Vous voyez tout de suite le récit, encore une fois. Eh bien, sous prétexte de ça, donc on a supprimé les assolements. On a supprimé l'encadrement, on a supprimé les avances, on a supprimé... Si vous voulez, d'ailleurs, pour vous dire, du point de vue de l'utilisation des ressources, il y a un gaspillage énorme, croyez-moi. Vous savez, vous aviez je dis pas un nom, parce que la plupart des offices sont dans la même situation. Vous avez une structure, par exemple, qui a 1000 personnes. Une structure, un office qui a 1000 personnes. Vous voyez dès que les 1000 personnes étaient là pour faire 10 fonctions. 10 fonctions. Imaginez, on supprime 9 fonctions. Parce qu'en fait, c'est vrai, on a laissé une fonction. C'est la vente de l'eau. C'est-à-dire qu'on commençait à dire, les offices, c'est des vendeurs d'eau. D'ailleurs, d'abord, même ça m'approche. Dans beaucoup de cas. Puisqu'il n'y a plus d'eau. Bon. Donc, vous supprimez 9 fonctions, vous laissez une. Mais vous laissez les 1000 personnes. On ne les a pas, on les a pas licenciés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 90% du personnel qui, du jour au lendemain, s'est retrouvé à n'avoir rien à faire. Vous imaginez les gaspillages qu'il y a eu? Ça, c'est juste pour vous dire. On dit la politique et les politiques d'ajustement, ça a été efficace. Là, c'est une blague. Les gaspillages de ressources ont été absolument ahurissants. Alors, pour rester sur la question de la sécurité alimentaire, quel a été l'impact? Et c'est là où ça devient important. C'est vrai qu'à partir du moment où vous laissez la décision à l'agriculteur, c'est logique. Non, je ne vais pas lui jeter la pierre. Si un agriculteur, l'agriculteur, lui, il pense d'abord en fonction de ses intérêts. La sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire, mais c'est pas son problème. Vous voyez, je veux dire, celui qui devrait s'occuper de ça, c'est effectivement une structure nationale, l'État. Mais l'agriculteur, vous lui donnez la possibilité, vous lui donnez la liberté. Vous lui dites, vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Eh bien, il va faire matécha, il va faire les haricots, il va faire ce qui est... bien sûr, là où c'est possible, les fraises, les fruits rouges, les pastèques. Et c'est ça qui a donné ces aberrations, d'ailleurs, pas simplement du point de vue de la sécurité, mais aussi du point de vue des ressources. Du point de vue de la sécurité, eh bien, regardez les chiffres, les statistiques depuis les années 80. Aujourd'hui, moi, je les ai réunis, je les publie souvent. Vous voyez comment, effectivement, la libéralisation a induit un accroissement de l'insécurité alimentaire, de la dépendance alimentaire. Mais je vous dis, donc il y a une relation, une corrélation évidente. Mais deuxièmement, il y a un impact sur les ressources. Est-ce que si on avait toujours cette vision d'organisation de la production, est-ce qu'on aurait eu des aberrations comme celle de la pastèque à Zagora? Par exemple. Ou la main d'Abafarachiliya avec bon, vous savez bien, mais je vous assure, hein, des méga exploitations qui sont effectivement extrêmement intensives, modernes, bien, mais l'impact sur l'eau est effarant. Dans les régions de Tata, dans le sud, je veux dire, vous voyez bien là l'effet un désengagement de l'État, une libéralisation anarchique, sans vision, sans organisation, eh ben, ça donne ce que ça donne. Oui, donc, bon, je ne vais pas en dire plus parce que je ne veux pas alourdir, et que je voulais vous expliquer comment la phase, les programmes d'ajustement, là, vous voyez bien qu'en fait, on reste dans la même logique, mais on amplifie les dérives. Parce que ni le désengagement comme la libéralisation se font dans des conditions dont on vit aujourd'hui les conséquences. Au niveau de la sécurité, je répète,
C'est pour ça que je vais, dans les alternatives, je vais revenir sur ce deux mots. Retenez toujours, il y a le problème de la sécurité, souveraineté, si vous voulez, et il y a le problème des ressources naturelles. Alors, on met les deux éléments clés. Je prépare déjà la dernière partie. Alors la troisième période, c'est le post-ajustement. En fait, c'est une appellation un peu commode au Safi. Parce qu'en réalité, si vous prenez les politiques d'ajustement, officiellement, c'est en 1993. Le dernier programme d'ajustement agricole, les rapports dits d'évaluation, etc. 93, 94, terminé. Est-ce que pour autant les politiques d'ajustement se sont arrêtées? Évidemment non. C'est-à-dire qu'après 94, je viens de vous le dire, on a fait encore plus dans la libéralisation des échanges. Les accords de libre-échange dont je viens de parler ont été quasiment tous signés après 94. 95, بدينا مع l'Union européenne, وإحنا ماشيين مع la Ligue arabe, après مع les États-Unis, la Turquie, le Quad, etc. C'est dans la décennie 95-2005. Le désengagement de l'État a continué. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La libéralisation des marchés, même au niveau de la caisse de compensation, on a libéré, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une niche politique, si je puis dire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que, pour une raison ou une autre, on voyait une possibilité de libéraliser un produit, on le faisait en catimini, et ça. Alors, ici, en catimini, pour être précis. C'est très intéressant de voir la relation entre les cours mondiaux et les subventions. Vous l'avez peut-être vu dans la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure. Les années 90, je vous dirais jusqu'en 2004-2005, c'est une période où les cours mondiaux étaient bas. La plupart des produits, les cours mondiaux étaient bas. Alors d'ailleurs, ça a cultivé une sorte d'irresponsabilité au niveau des gouvernements. Dans les années 90, lorsqu'on parlait de sécurité et de souveraineté, je me disais, mais vous êtes des fous, vous êtes dépassés, vous êtes... Pourquoi? Parce que, mais regardez, les cours, non seulement vous pouvez acheter ce que vous voulez sur le marché mondial, mais en plus les cours mondiaux sont bas. Et c'est vrai que, je vous donne, par exemple, en 95 ou là en 96, on pouvait acheter un quintal de blé sur le marché international. Ça pouvait tomber jusqu'à 120 dirhams, 130 dirhams le quintal. Vous imaginez? Quand le prix intérieur, il y a le cas, ça dit qui est théoriquement garanti par les SCAM, les CMA, etc., était déjà à 270 dirhams. Vous voyez le décalage? Des blancans 250 puis 270. C'est-à-dire que, paradoxalement, vous voyez la perversion et surtout le caractère permissif. C'est-à-dire que vous aviez une situation où, objectivement, l'État était content, surtout le ministre des Finances, était content lorsqu'il y avait une sécheresse, une mauvaise récolte. Pourquoi? Parce que ça voulait dire qu'il allait acheter sur leur marché mondial à 120 dirhams, et une génération de prix intérieur, à 250 ou à 270, etc. Et donc, gagner, mais perdre. Parce que il fallait quand même, au niveau pour réguler les prix intérieurs avec l'extérieur, il fallait mettre sur le prix à 250 dirhams, sur le marché intérieur. Donc, l'État prélevait des prélèvements, donc des droits de douane, un peu sous forme de droits de douane, effectivement. Il prélevait pour remonter de 120, qui est le prix d'acquisition sur le marché international, pour les remonter à 250, eh bien, il prélevait la différence, ça s'en faisait des ressources. Donc, vous voyez, la sécheresse était une bonne affaire financière. Mais alors, bon, ça c'est l'opportunisme, je dirais, des jours. Mais le plus important dans tout ça, c'est que ça a effectivement créé une ambiance qui maintenant s'avère extrêmement dangereuse. C'est révélé des gens. Et croyez-moi, c'est pas parce que on a manqué de gens qui l'ont dit. Mais évidemment, on était dans une sorte de délire, réellement, je dis bien, de délire collectif. Le marché mondial était ouvert, les cours mondiaux étaient bas,
aucune raison de penser à la sécurité alimentaire et encore moins à la souveraineté, etc. Vous voyez? Et donc, c'est ça alors, tout ça a produit ce que j'appelle aujourd'hui les 3D, déficit, dette, dépendance. S'il y a des questions, je reviendrai. D'abord, je vais rapidement parler de quelle alternative. Alors, quelle vision alternative? J'ai dit, au-delà, bon, sur le plan mondial, c'est vrai qu'on s'est toujours posé la question, qui est la vraie question? Qui va nourrir le monde? Qui va nourrir le monde? Si vous voulez, jusqu'à maintenant, on a vécu sur une situation où vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme avec la concentration au niveau des pays producteurs, donc exportateurs, vous avez une poignée de pays, pour dire les choses simplement, l'Amérique du Nord, je dis, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada, l'Europe, une bonne partie de l'Europe, la Russie et une partie de l'Asie. Même pas. Vous avez ces pays-là qui concentrent l'essentiel. Et comme on peut dire qui nourrissent, entre guillemets, le monde. Est-ce que cette situation est tenable? Quand on connaît, je répète encore une fois, les implications géopolitiques entre la géopolitique et l'alimentation. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de répartition au-delà de qui produit quoi. Si vous voulez, comment assurer que l'humanité, que les 8 milliards d'êtres humains puissent manger correctement dans des conditions acceptables? Il y a la question. À partir du moment où vous avez ce pouvoir concentré, vous vous posez la question de la répartition des choses. Donc, en fait, la réponse, elle est très simple. Il faut reconnaître le droit à l'alimentation. Il est reconnu. Attention, la déclaration des droits de l'homme de 48 jusqu'à... dans les textes, c'est reconnu. C'est reconnu. Maintenant, est-ce que, dans les faits, il est possible de parler de droit sans parler de souveraineté? Où est le lien entre les deux? La souveraineté part d'un droit reconnu et ensuite donc procède d'une action qui garantit la souveraineté. Alors, je ne l'ai pas dit, je m'aperçois qu'il faut quand même évacuer quelques malentendus. Alors, la souveraineté, ce n'est pas l'autosuffisance. Il ne faut pas confondre. Parce que souvent, on fait cette confusion. On pense que la souveraineté, ça veut dire qu'on est autosuffisant. Ce n'est pas évident, non. C'est-à-dire qu'on peut être parfaitement souverain sans pour autant être autosuffisant. Et je répète, je l'ai dit et je ne peux que le répéter, il est évident, pour prendre simplement le Maroc, il est évident qu'on ne peut pas être autosuffisant en toutes choses. Et je dirais même, en toutes choses, ni même simplement pour les fameux produits stratégiques que nous avons. Je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, là, on a 5 groupes de produits dits stratégiques, qui sont des produits vitaux. On estime qu'ils sont vitaux, parce qu'ils sont tellement impliqués dans le modèle de consommation. Alors c'est quoi? C'est les céréales. Et les céréales, vous savez, le blé, l'orge surtout pour la production animale, et le maïs, comme je vous ai dit, pour la viande blanche. Alors, les céréales. Ensuite, on a le sucre. Nous sommes un des pays les plus gros consommateurs de sucre dans le monde. Ça, c'est bon, encore une spécificité du modèle marocain. Les huiles de graines dont j'ai parlé, je ne reviens pas là-dessus. Ensuite, les produits laitiers et les viandes, rouges, blanches. Alors, un des 5 produits. Là aussi, j'aimerais prendre une chose. Moi, je ne crois pas que les modèles soient figés. Souvent, il y a dans les discussions, il peut y avoir cet argument à dire de toute façon, on n'y peut rien parce que le modèle de consommation, il est comme ça. En d'autres termes, il faut que la production, nécessairement, s'adapte à la consommation. Je pense qu'il faut nuancer, honnêtement. Il faut nuancer. Je veux dire que, je vous ai montré par exemple dans le cas du Maroc, comment avant les années 60, 50, on avait un modèle et on l'a évolué. Les Marocains
ont évolué. Pourquoi ne pas imaginer qu'on puisse aussi évoluer maintenant, oui, tout à fait, dans les années qui viennent. Et notamment, moi je vais vous dire, je pense aux viandes rouges. J'ai dit d'ailleurs, j'explique déjà là, moi j'estime que c'est une bonne chose. Les Marocains ne consomment pas assez de viande rouge. Ne consomment pas beaucoup de viande rouge. Pour des raisons de pouvoir d'achat, hein. C'est pas pour des raisons de santé. Si le kilo était à 40 dirhams, croyez-moi que la consommation par tête monterait à 40 kilos ou 50 kilos par tête. Voilà qui, pour des raisons de prix, ils ne consomment pas. Moi je dis tant mieux. Parce que quand on sait l'impact sur la santé, là c'est pas une. Voilà qui. C'est ça. Moi, ce que je retiens de ça, c'est que les modèles de consommation ne sont jamais figés. Et il est faux de vouloir adapter à chaque fois la production à la consommation. Il faut agir. L'éducation nutritionnelle, ça quand même, ça vous parle. On a besoin d'éducation nutritionnelle. Il y a des modèles de consommation qui sont, du point de vue de la nutrition, autrement plus sains, qu'il faut développer. Et donc, je pense qu'il n'y a pas une action là-dedans, ou une action. Il y a une action à conduire conjointement. Il faut agir sur le modèle de production, il faut agir sur le modèle de consommation pour les faire converger vers quelque chose qui est souhaitable. Alors, là, bon, j'ai dit la souveraineté, enfin, terminer cette précision, la souveraineté, c'est un droit, c'est la capacité de définir des choix. Je dis, moi, je suis le Maroc, je suis le peuple marocain, parce que, imagine, c'est très important, monsieur le Président, c'est pas des choix qui se font par des technocrates ou des politiques dans des bureaux, dans des administrations centrales. C'est des débats de société. Ça doit impliquer la population, c'est des choix qui doivent faire réagir et interréagir les membres de la collectivité. Et donc ça veut dire que un droit de définir les choix qui correspondent en priorité à nos besoins. C'est simple. Ça veut dire donc que ça ne veut pas dire nécessairement que on va pouvoir produire tout ce qu'on consomme. On peut parfaitement. Et encore une fois, ce n'est pas à la proportion d'autosuffisance ou de dépendance. C'est pas un chiffre que, par exemple, personne ne peut, comme ça, venir demain me dire, le taux d'autosuffisance sur le Maghreb en matière de sucre, c'est 70%. Ou là, c'est 50%. C'est pas ça. C'est vraiment, évidemment, c'est d'abord des réflexions, mais qui doivent être nourries par des études. C'est clair. Enfin, il faut partir d'un dossier qui est instruit. Il faut qu'on sache quelles sont les vocations agricoles des terres, quelles sont les possibilités de production, quelles sont leurs contraintes, etc., etc. Mais à partir de là, c'est un débat de société. C'est dans les instances démocratiques que se prennent ces décisions. Toujours est-il que donc la souveraineté, c'est d'abord des choix pour arrêter des politiques. À partir de là, moi je dis, on peut définir une politique. Alors, si vous voulez ici, je donne quelques orientations au niveau, si vous voulez, de mondial, mais je vais passer directement au Maroc et après, s'il y a des questions, je reviens. Alors, moi, je dis au Maroc, aujourd'hui, franchement, avec lucidité, personne n'est en train de rêver. Tout le monde sait quelles sont les contraintes de notre pays. Tout le monde sait quelles sont aussi nos possibilités. Donc, à partir de là, je dis, définir une politique agricole de souveraineté, ça implique de prendre des choix de politique agricole qui donc devront arriver forcément à définir des productions. Concrètement, je dis des productions. C'est-à-dire, est-ce que dans tel espace, on va faire du blé ou du sucre
ou là du fourrage. C'est ça que ça doit, c'est ça les vraies questions. Les vraies questions, où elles sont là? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons un outil, à mon avis, qui est très précieux, mais que malheureusement, à ce jour, on n'a pas utilisé. C'est ce qu'on appelle la carte des vocations agricoles. Vous savez, la carte des vocations, alors, notamment pour ceux qui s'intéressent au territoire, croyez-moi que c'est quelque chose de décisif. Vous savez que la carte des vocations agricoles, on l'avait pas. D'ailleurs, curieusement, on se posait dans les années 2005, 2006. Ben oui, on voulait réorienter les politiques, les choix de politique agricole. Ce qu'on savait, ça c'est clair, on savait qu'il y a des régions où il ne fallait surtout pas, par exemple, faire du blé. Et pourtant, on fait du blé. Il y avait des régions où on faisait la pastèque, il ne fallait pas faire la pastèque. Ça, donc, on savait ce qu'il ne fallait pas faire, mais on ne savait pas ce qu'il fallait faire là où il fallait le faire. On ne savait pas ça. C'est étonnant, parce que ça faisait 50 ans ou 60 ans qu'on était indépendant. Et on n'avait pas fait ça. Alors, ça a fini, ça a fini par se faire. Et je peux vous assurer que c'est un travail qui a duré 7-8 ans, qui a impliqué l'INRA, qui a impliqué l'Institut agronomique, qui a impliqué vraiment des compétences nationales qui ont, au bout d'un certain temps, oui, fini par élaborer cette carte. Génial, la carte. Elle tient compte, évidemment, des conditions pédoclimatiques de chaque région, de chaque espace, de chaque territoire. Et il peut vous dire donc, sur tel territoire, compte tenu donc de tout ça, vous pouvez faire. Concrètement, c'est pas vous pouvez faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, vous voyez tout de suite, c'est un outil très précieux. Et bien, l'outil, je peux vous dire, il est au point, si je puis dire, depuis maintenant 7-8 ans. Qu'est-ce qu'on en fait? Je n'en sais rien. Donc, on est dans les alternatives et dans les solutions. Je pense qu'il est plus que temps, effectivement, fort de cet outil, eh bien oui, d'arriver à cette démarche qui consiste à dire, prendre la carte de notre pays, la SAU, les surfaces agricoles utiles, et de se dire, oui, à partir de cette carte, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire, voilà ce qu'on... etc., etc. Et donc, d'avoir cette carte d'orientation générale. Et je dis donc, il y a deux critères, mais qui deux critères essentiels qui doivent guider les choix dont je suis en train de parler. Les deux critères, souveraineté et durabilité. Voilà. Souveraineté, ça veut dire, alors je préfère commencer par vulnérabilité, ça veut dire, je préfère commencer par la compatibilité avec les ressources naturelles. Et à leur tête, bien évidemment, l'eau. Je dis que le problème de l'eau dans notre pays est aujourd'hui arrivé à un point de gravité tel que non seulement il est aberrant de faire la pastèque à Zagora, mais que on doit avoir le courage de dire, même si c'est rentable financièrement, même si c'est rentable économiquement, c'est-à-dire ça crée de l'emploi, si une culture, une production donnée dans telle région donnée met en danger la ressource eau, on ne peut pas la faire. C'est en cela où c'est lié avec la souveraineté. Il y a des productions qu'on doit s'interdire de faire. Même si on doit s'interdire de les faire parce que ça porte atteinte à la première des ressources vitales qui est l'eau. Tout simplement. Donc, premier élément, critère de choix, donc de tri, je puis dire, de tri entre les productions, que faire? L'eau. Et les ressources, encore une fois, je rappelle, la terre c'est très très important, les conditions pédoclimatiques. De la souveraineté. La souveraineté chilienne, est-ce que ce produit, aujourd'hui, il répond à un taux d'autosuffisance de 20%, de 30%, de 40%. Et tout est relatif, attention. Je dis par exemple, pour aujourd'hui par exemple, comme en matière d'huile de graines, on est à 1-2%. Ben, allez vers l'autosuffisance.
aller vers simplement la souveraineté. Aller vers la souveraineté. Ça peut vouloir dire, dans une première étape, se fixer simplement d'aboutir à 20%. À 20%, ça reste faible. Ou alors qu'il 20%, c'est 10 fois 2%. Ça veut dire qu'on a pris la voie vers la souveraineté. Mais les choix qu'on fait sont des choix, je répète, qui respectent à la fois la durabilité et la souveraineté. Je ne vais pas vous en dire plus, parce que je pense que j'ai pris beaucoup de temps, mais pour terminer, il me semble que réellement, si on a un outil de travail, des objectifs clairs, des critères de distinction et de tri et de choix également précis, comme je viens de vous les exposer, on peut espérer, raisonnablement, on peut espérer aller vers la souveraineté alimentaire à des délais qui sont raisonnables. Voilà, merci.